Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous retrouvons un nouvel invité dans l'invité du direct. Ce matin, c'est Monsieur Nasser Bournen. Nasser Bournen qui a beaucoup de casquettes, on va les décliner rapidement. Socio-économiste, expert financier international, ancien cadre de la Banque africaine de développement. Il est aujourd'hui secrétaire général du FIGEP. Il va nous dire ce que c'est le Forum international pour le gouvernement des entreprises publiques. On va en parler ce matin, mais on va évidemment pas parler que de ça. Il y a une grosse actualité économique. Le Conseil des ministres a adopté mercredi dernier le nouveau modèle de croissance. On va le décliner avec Monsieur Nasser Bournen. Monsieur Nasser Bournen, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation et pour cette occasion d'être partie prenante de votre radio que j'écoute de temps en temps. Merci. Alors, l'actualité, la vôtre, c'est la naissance de ce forum dont je viens de parler, le FIGEP, il y a 2-3 mois, un gouvernement pour l'entreprise publique au niveau international. C'est quoi cette initiative? Elle répond à quels besoins et qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, vous savez, il fut une époque où on pensait que grâce à la privatisation, on allait régler les problèmes d'efficacité économique, de compétitivité, et que, en fait, le marché allait tout résoudre. Et que donc, on allait vers l'extinction du secteur public, c'est-à-dire des espaces économiques dont le propriétaire est l'État. Ça, c'est le dogme des années 80 avec le consensus de Washington. Le thatchérisme qui a abouti au consensus de Washington. Bon, force est de constater, on le constate de plus en plus. À l'époque déjà, on était plusieurs à marquer notre désaccord avec cette vision simpliste de l'histoire. Force est de constater qu'aujourd'hui, non seulement le secteur des entreprises publiques n'a pas disparu, bien au contraire, il est florissant. Juste pour donner un ordre de grandeur et de comparaison, les actifs commerciaux des entreprises publiques recensés en tant que tels, je vais revenir sur ce point en particulier, recensés en tant que tels, au plan international aujourd'hui, ces actifs commerciaux représentent plus que la dette totale du globe dans son entièreté. On s'exprime en trillions de dollars. Et si aujourd'hui on améliore d'un point simplement l'efficacité des entreprises publiques, on engrange comme bénéfice un montant supérieur au PIB de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est juste des ordres de grandeur. Pourtant, lorsqu'on regarde quelle est la définition des entreprises publiques, on voit qu'elle est différente d'un pays à un autre, que souvent elle n'inclut pas le secteur financier, et souvent elle n'inclut pas non plus les établissements, les entités publiques qui ne sont pas formellement reconnues comme étant des entités commerciales. Donc vous, avec le forum, vous dites il s'agit d'un continent dont on pensait qu'il allait se résorber sous cet effet de mode de la privatisation. On se rend compte 30 ans plus tard qu'il est toujours là et que non seulement il est là, mais il va rester durablement présent dans l'univers, dans le globe. Et donc il va falloir traiter ce continent-là pour qu'il soit efficace. Alors, quand vous dites qu'il va falloir le traiter, ça veut dire qu'il va falloir en améliorer l'efficacité. Ça signifie quoi exactement? Alors, tout d'abord, la gouvernance des entreprises publiques est un sujet sur lequel maintenant les États, y compris les États les plus libéraux, style Grande-Bretagne, États-Unis d'Amérique, etc., travaillent depuis plus d'une vingtaine d'années. Les
premiers guidelines, les premières directives de l'OCDE en matière de gouvernement des entreprises publiques. J'avais à l'époque participé aux consultations qui ont abouti à leur mise en place, date de 2005. Depuis, on a continué, évidemment, l'OCDE a continué à travailler, elle a mis en place un certain nombre de réseaux pour faire de l'observation sur les entreprises publiques et pour faire des propositions, des recommandations d'amélioration de leur mode de fonctionnement. Donc, ce n'est pas totalement nouveau. Ce qui est, par contre, la particularité du forum, c'est que nous sommes des experts. Chacun d'entre nous a une longue expérience à la fois nationale et internationale dans des domaines proches mais relativement différents. Par exemple, l'un des fondateurs du forum est un Indien, Reddy. Il a été à la tête de l'Académie de la gouvernance d'entreprise d'Inde et il est spécialisé dans les problèmes de gouvernance d'entreprise stricto sensu. Il travaille dessus depuis plus de 30 ans. De l'autre côté, vous avez par exemple le président en exercice du forum, qui est un Français, Jean-Aimon Massy, qui lui a un parcours totalement différent. C'est un économiste qui a fait carrière au niveau du secteur pétrolier et puis qui est arrivé à le problème de gouvernance d'entreprise en tant que défenseur des intérêts de la minorité salariée à l'intérieur de l'entreprise. Donc vous voyez, on est des horizons. On est venu d'horizons totalement différents et on s'est rendu compte... Ça peut être, et c'est sûrement un atout, mais cette disparité des expériences, notamment des entreprises publiques dans le monde, c'est peut-être aussi un piège parce que la problématique de l'entreprise publique dans des pays à forte rente minière comme l'Algérie est, je suppose, différente de celle de l'entreprise publique dans la social-démocratie scandinave. Certainement. Mais... quand on regarde l'animal en entreprise publique, on se rend compte que les velléités, enfin le problème de l'État à la fois régulateur et actionnaire se pose partout. Les réponses ne sont pas les mêmes, les résultats ne sont pas les mêmes. Soit dit entre parenthèses, prenez par exemple l'exemple du Brésil. Aujourd'hui, l'une des raisons, c'est un problème. Ça a démarré avec des histoires de gouvernance d'entreprise. Dans le cas de Petrobras dans le cadre de Petrobras et dans le cadre donc vous voyez, il y a des problèmes qui sont communs. On peut citer aussi à Radio M le cas de Sonatrach. Vous avez cité Petrobras au Brésil, grand scandale de corruption dans le secteur pétrolier. En Algérie, on a le même scandale et on a cette double casquette de régulateur, le ministère de l'Énergie, qui est aussi l'actionnaire de l'acteur public numéro 1 et on est de l'entreprise publique numéro 1 et on est dans le même problème. Alors, ça parle plus à nos auditeurs que Petrobras. Alors, vous avez ouvert le dossier Algérie. Je voudrais vous dire deux choses sur le dossier Algérie d'une façon générale. Ce qui me frappe, c'est que d'abord, rares sont les entreprises publiques qui publient régulièrement des rapports d'activité qui rendent compte de leurs activités et de leurs résultats. Elles sont rares. L'un des rares groupes, ça reste Sonatrach. Dans le cas de Sonatrach, ce qui est intéressant, c'est quand on examine le conseil d'administration. Quand vous avez à la tête du conseil d'administration un président qui est à la fois ministre et exécutif. Donc, vous avez un problème de conflit intrapersonnel entre la stratégie de développement de l'entreprise et la stratégie de l'État qui peut avoir des intérêts totalement différents. Donc, indépendamment des problèmes de passe-droit,
qu'on retrouve un peu partout, hein, pas simplement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Ça, ce sont des problèmes de corruption. Alors, mais là-dedans, il y a des problèmes qui génèrent, si vous voulez, des distorsions en termes de mode de fonctionnement. On est dans le conflit d'intérêts. Est-ce que vous, dans l'expérience du forum, on va avancer, dans l'expérience du forum dont vous êtes le secrétaire général, je le rappelle à nos amis auditeurs, donc le Forum international pour le gouvernement des entreprises publiques, est-ce qu'il y a une possibilité de transmettre les bonnes expériences de ce point de vue, par exemple, notamment ce point précis? Alors, pourquoi le forum a été créé? C'est ça le fondement. C'est parce qu'on s'est rendu compte, on est une quinzaine de personnes, quinzaine d'experts qui viennent de continents totalement différents. Hein. Certains sont de Nouvelle-Zélande, d'autres d'Europe, d'Amérique, d'Asie principalement, d'Afrique également. Je suis algérien, donc je fais partie de l'Afrique, mais il y a d'autres également qui sont partie prenante de ce forum. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'existe pas de plateforme aujourd'hui neutre, c'est-à-dire qui n'a pas de parti pris, susceptible de capitaliser sur les expériences de ces pays, susceptible de dire, écoutez, vous, en France, vous avez des problèmes, pour le citer avec EDF, allez voir du côté de Eskom en Afrique du Sud. Peut-être qu'ils ont rencontré le même type de problème qu'ils l'ont réglé. Vous, en Algérie, vous avez un problème, j'en sais rien moi, avec les SGP, la façon dont ils fonctionnent, la coordination, etc. Allez voir du côté de l'Inde ce qui a été fait. Allez voir du côté de la Chine. Regardez par exemple, vous qui êtes en Tunisie ou j'en sais rien, au Nigeria, regardez l'expérience de la Malaisie, etc., etc. Il n'existe pas ce type d'espace neutre de renforcement des capacités par l'échange d'expériences, par le partage du savoir et du savoir-faire. Malheureusement, il fait défaut. La seule structure qui fonctionne au plan international, et elle fait ce qu'elle peut, mais elle a également ses règles et ses contraintes, et ses règles et ses contraintes lui édictent de suivre la mise en œuvre de directives ou de guidelines ou de recommandations qu'elle a mises en place. C'est l'OCDE. Mais l'OCDE est un organisme public, c'est un organisme qui appartient aux États. Alors que nous, il s'agit d'une plateforme à caractère, il est important de le citer, à caractère non lucratif. Nous ne cherchons pas à faire du business. Chacun d'entre nous est expert dans son domaine. Monsieur Nassar Bournen, le Conseil des ministres, parce que ça va nous permettre de faire une transition, donc a adopté la semaine dernière le nouveau plan, le nouveau modèle de croissance. Bon, on ne connaît pas les détails. J'imagine que vous n'en savez pas plus que la presse sur le contenu de ce modèle dans le détail. Parce que... Non, du tout. Non, je sais ce qui a été rendu officiel, soit en termes de communiqué, soit ce qui a été rapporté par la presse. Alors, pour rester sur cette problématique des actifs publics dans l'économie, il y a la volonté de, plus ou moins indiquée, de changer la relation avec les entreprises publiques. Le budget de l'État n'étant plus toujours là, le recours pour assainir à chaque fois que le déficit structurel des EPE l'oblige à le faire. Est-ce que finalement quand même, le premier problème de l'Algérie, c'est quand même pas déjà de réduire le périmètre économique de l'État. Il est quand même plus important que la plupart des pays que vous avez cités depuis tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il soit moins important que d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont un parc d'hôtels important, un parc de petite industrie publique. Oui. Contrairement à ce que l'on pense, l'Algérie les autres pays ne sont pas en reste. Ça dépend de la dimension du pays, mais ils sont importants, y compris dans des pays qu'on ne soupçonne pas, comme le Mali, comme la Mauritanie. Peut-être parce que le secteur privé y est beaucoup plus faible qu'en Algérie. La possibilité de transférer vers le secteur marchand ces activités-là est moins importante qu'en Algérie. Peut-être, c'est une question. Alors, le secteur privé est faible en Algérie. Le secteur privé, comparez-le à celui de la Tunisie. Non, je parle en réalité. Je ne parle pas de potentiel, je parle de ce qui existe d'abord. Après, on verra le potentiel. Mais quand on regarde de ce qui existe, force est de constater que le secteur
privé est beaucoup plus structuré, beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, beaucoup plus percutant dans d'autres pays comme le Maroc. Monsieur Bounan, je vais vous dire, le secteur privé est faible en Algérie. Il est interdit de créer des banques de capitaux privés algériens. Il est interdit de créer des sociétés de transport aérien de privés algériens. Il est interdit de créer des universités de privés algériens. Il est interdit de créer du transport maritime de privés algériens. Il est interdit de créer des sociétés, par exemple, sur le GPS, sur la nouvelle économie, le digital. C'est complètement fermé. Il est encore interdit de créer des télévisions privées algériennes en Algérie. Voilà. Il y a tout un continent d'actifs qui sont encore soit du domaine du monopole public, soit qui ne sont pas investis. Ça pose le problème de la taille de l'État dans l'économie. Non, attendez. Que ça pose le problème de la taille de l'État, que ça pose le problème de l'ouverture, disons, et de la mobilisation du potentiel qui existe par ailleurs, c'est indéniable. Mais, à mon avis, il ne faut pas traiter un problème en le déplaçant. D'abord, regardons le secteur public en Algérie. On voit qu'il intervient dans des domaines et dans des segments d'activité sur lesquels, de manière tout à fait objective, du fait de l'accumulation d'un savoir-faire et d'un savoir, c'est immatériel, hein. Il est en meilleure position aujourd'hui que des concurrents privés, même étrangers, qui pourraient venir. Donc, je ne suis pas là pour défendre le public, ni pour dire que tout va très bien, loin de moi cette question-là. Mais pour en revenir à votre question concernant le modèle de croissance, je voudrais faire quelques observations. Juste une question pour qu'on soit clair. Vous dites la priorité, c'est pas dans ce modèle de croissance, c'est pas de réduire le périmètre de l'État, c'est de rendre plus efficiente la gestion des entreprises publiques. C'est ça que vous dites. Absolument. L'enjeu pour Monsieur moi, Boulmen, c'est pas antinomique. Depuis Mouloud Hamrouch, depuis 1989, nous essayons, avec les fonds de participation, avec l'autonomisation, de rendre plus efficiente la gestion des entreprises publiques. C'est un terrible échec. Non, attendez. Je ne sais pas si c'est un échec patent, comme on semble dire. À ma connaissance, il n'y a pas eu de bilan sérieux qui ait été établi. On s'en limite à des données globales. Comme je vous le disais, hein, je défie aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas d'éléments et je n'ai pas vu d'informations rendues publiques qui permettent aujourd'hui de faire une analyse précise, détaillée de ce qu'est de l'efficacité de la productivité. Ah si, on la connaît. On est à plusieurs centaines de milliards plusieurs centaines de milliers de milliards de dinars dépensés pour à chaque fois rattraper, y compris dans des secteurs où on était supposé avoir des champions publics. Ça, on le sait. Attendez. Ça, ce sont des transferts formels. Quand vous posez le problème en termes de gouvernance, l'entreprise pendant ce temps a fait des tâches qui ne sont pas rémunérées. Absolument. Donc il faut revoir. Quand on veut faire un bilan, il faut faire un bilan détaillé, inclusif de l'ensemble des paramètres et des éléments. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand vous obligez Sonelgaz à vendre à perte, hein, le kilowatt. Hein? Je peux vous citer d'autres exemples. Oui. On oblige Tassili Arlen d'être actionnaire du CSC qui consomme beaucoup d'argent dans le football ou Sonatrach aussi à être dans des activités qui ne sont pas du tout de son cœur de métier. Voilà. Ça a un coût. Qui va supporter le coût? C'est la société, c'est l'État. Enfin, dans pareille situation, puisque nous, on vit essentiellement des ressources des hydrocarbures, c'est l'État. C'est ça la réalité. Donc, je crois qu'il faut faire attention lorsqu'on parle. Mais est-ce qu'on n'était pas supposé être sorti de cette mission sociale et mission de service public, entre guillemets, de l'entreprise marchande publique? On était supposé en être sorti. J'ai envie de dire, l'un des drames de l'Algérie, c'est que souvent les textes sont bons. Quand il s'agit de passer à la mise en application, c'est une autre paire de manches.
Ça a toujours été le drame. Ça, c'est le premier drame de l'Algérie. Le deuxième drame, c'est ce que je qualifie, moi, une gestion erratique sur le long terme. Aujourd'hui, on prend une mesure, le lendemain, on prend une autre, tout à fait contraire à la première. Le troisième jour, on revient sur la première pour aller encore plus loin. Et donc, je défie quiconque fait dans le management sur la durée et dans l'investissement de la durée de pouvoir suivre sur ce terrain-là. Mais enfin bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas ça l'essentiel. Ce que je voulais dire sur ce qui semble être ce qui est présenté comme un modèle de croissance. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme est adéquat, pour commencer, si c'est un modèle de croissance. C'est d'abord, j'ai le sentiment qu'il est défini à l'envers. On commence d'abord par la contrainte budgétaire. Parce que c'est l'urgence. Parce qu'on se situe dans l'urgence. Autrement dit, au lieu de se poser la question qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif dans 10 ans, 15 ans, et décliner et voir quelles sont les implications et comment lever la contrainte budgétaire sur le court et le moyen terme pour atteindre ces objectifs, nous, le pays est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire travailler sous la contrainte budgétaire. Pour un financier, disons pour un financier, c'est normal. Pour un pays et pour son économie, c'est pas normal. C'est pas une approche, c'est pas l'approche appropriée. Ça c'est le premier élément que je voulais indiquer. Peut-être que je me trompe, mais quand on voit que l'urgence prime sur les décisions stratégiques, là, ça risque d'hypothéquer l'avenir du pays sur le long terme, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Dans ce qui est fait actuellement, dans ce qui est proposé actuellement. On va, Monsieur Nasser Bournen, pouvoir en reparler dans une minute. Je voulais, pour finir, clore un petit peu provisoirement ce chapitre de la gouvernance des entreprises publiques. Il y a une tentative qui a été faite avant même l'émergence de ce nouveau modèle de croissance, une volonté de pousser les entreprises publiques à aller ouvrir leur capital, notamment à la Bourse d'Alger. Vous en dites quoi? Vous dites que c'est une des possibilités d'améliorer la gouvernance des entreprises. Et puis, comment vous commentez le fait que lorsqu'on confie ces missions-là à un management public, je cite le dernier cas, celui de Ain Kbira, la cimenterie d'Ain Kbira, qui présente quand même beaucoup d'atouts sur le plan industriel et financier, ça s'est terminé là aussi par un chaos terrible, par un fiasco terrible. Oui. Donc on n'a pas réussi à attirer les épargnants pour acheter des actifs publics parce que peut-être les épargnants ne font pas confiance au management public. Il se dit aussi que les managers de cette entreprise n'ont pas fait ce qu'il fallait pour être attractifs. Est-ce que ça ne laisse pas quand même penser que la mission reste difficile de réformer et d'améliorer, même s'il faut, évidemment, je ne suis pas en train de remettre en cause vos objectifs en tant que FIGEP, mais ça risque d'être compliqué quand même en Algérie. Non, rien n'est simple. Je vais vous dire, la Malaisie, qui est considérée aujourd'hui comme l'une des success stories, l'une des meilleures économies en termes d'amélioration de la gouvernance et d'efficacité de son secteur public. Elle a mis plus de 7 ans. Mais de 7 ans de travail constant, continu, d'ajustement progressif pour arriver aux performances de ces entreprises publiques. Actuellement, vous voulez aller sur la bourse d'Alger. Est-ce que la bourse d'Alger est active d'abord? Je vais vous dire une chose. Vous connaissez probablement autant que moi, voire beaucoup plus que moi, de gens qui, lorsqu'on a ouvert le capital d'un certain nombre d'entreprises publiques au début des années 2000, je crois, Saïda, Lorassi, des gens ont souscrit. Pourriez-vous me dire aujourd'hui s'il y a une association qui représente ces shareholders, ces actionnaires pour défendre leur truc? Pourriez-vous me dire si ces entreprises qui sont supposées être cotées sur la bourse sont réellement cotées, qu'on voit quelle est leur évolution? Il n'y a pas de mouvement.
Donc, Donc, vous les parlez, GIE vous ne parlez, peuvent pas vous être parlez, imputés, voilà. ne peuvent pas être- D'accord. Donc, on a bien compris la réponse. Vous parlez, il faut Enfin, d'abord j'ai- voir les instruments. Enfin, je note quand même que 2 mois auparavant, un acteur privé dans la pharmacie, on vient de parler de Saïdal, on peut parler de cet acteur, il s'agit de Biopharm. Il a fait une levée de fonds qui a atteint 85%. Voilà. Alors, Mais vous pouvez réagir, vous avez Non, le droit. non, je réagis. Vous savez bien que comment Biopharm a procédé. Hein? Biopharm n'a pas procédé de la même manière. Et Biopharm, quand il est allé sur la bourse, je préfère taire un certain nombre de détails parce qu'il y a des délits d'initiés derrière. Délit d'initié au moment où on va sur la bourse. Oui, monsieur. Peut-être Il y a des après. choses avant, en amont. Donc, il y a peut-être des éléments... Mais la question, c'est est-ce que le marché a réagi, a acheté ou pas? C'est ça la question. Non. Et le problème, c'est pas pour jeter la pierre. Le problème, c'est que dans le cas des actifs publics de Nkbira, le public n'était pas au rendez-vous. Après, qu'est-ce qu'on a fait pour attirer le public? Est-ce qu'on en a trop fait? Ce que vous laissez insinuer pour le cas de Biopharm. Ou pas assez dans le cas de... Rien n'a été fait. Enfin, dans le cas de Biopharm, d'abord, il y a eu une excellente, et il faut rendre comment dirais-je, il faut rendre le mérite aux gens qui l'ont fait. Il y a eu une excellente campagne médiatique d'abord. C'est ce que j'essaie Alors, c'est à ça que j'essaie d'arriver. Dans le cas du management public, on a le sentiment que les actifs publics ne sont pas défendus avec le même enthousiasme. Attendez. Et dans le montage de l'opération, l'autorité publique était là. Elle était impliquée. C'est pour ça que j'ai parlé probablement de délit d'initié. Non, il y avait la BEA qui avait un contrat de bonne exécution et qui était en charge de finir l'opération si jamais la souscription n'arrivait pas à 100%. C'est tout ce qu'il y avait. Mais ça, c'est un contrat entre adultes consentants. Il n'y a pas de problème. En fait, la question que je vais vous poser, M. Bournen, moi ça nous intéresse beaucoup à Radio M. C'est vrai qu'on est un peu en pénurie de ce type d'argument sur notre antenne. Il est possible de réformer les entreprises publiques, de les rendre plus efficientes, de faire en sorte qu'elles participent plus au développement. Nous en avons besoin. J'ai posé le problème d'un management qui a échoué dans une opération d'ouverture de capital. Oui. Et vous dites, quelque part, ils ont été y compris lâchés par la tutelle, puisqu'on a pu aider une opération de privé et on n'a pas aidé, c'est un peu ce que vous avez dit. Donc la volonté de l'État, elle est où pour rendre plus efficient le secteur public et économique? Ça, je ne peux pas vous répondre à la place. Il faut poser la question aux décideurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un potentiel en Algérie. Ce potentiel est constitué par ces entreprises publiques. Ces entreprises publiques, si leur gouvernance était remise à plat, si l'État s'engage dans un processus réel de séparation de ses fonctions régaliennes, de son statut d'actionnaire et de propriétaire, alors à ce moment-là, les choses pourraient aller très très vite. Exemple précis, M. Bouchouarab, dès son arrivée à réorganiser le secteur public, donc des participations de l'État dans l'économie, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est allé un peu plus dans la direction que vous indiquez? Séparer les... Écoutez, au vu des textes, oui. Au vu des textes, hein, je dis bien au vu des textes. Au vu de la pratique, je ne suis pas sûr. Lorsqu'on enlève de manière intempestive un PDG d'une entreprise, non pas pour ses performances économiques, mais parce que c'est le fait du prince, ça va à l'encontre des règles de base en matière de gouvernance d'entreprise. Ça donne un mauvais signal aux partenaires, y compris les partenaires étrangers. Ça donne un mauvais signal au personnel à l'intérieur de la maison. Le collectif de travail est directement concerné. Ça donne un mauvais signal aux investisseurs potentiels. Ça donne un mauvais signal aux clients potentiels parce qu'ils se disent « Ah, si le collectif n'est plus ce qu'il est, leur produit risque d'être mauvais. » Et donc vous voyez comment ça cascade une simple décision Comment on peut se protéger de cela dans l'expertise dont vous êtes un peu le porteur ici? Par exemple, les membres du conseil d'administration, il devrait y avoir un mode de nomination différent. Alors, d'abord, il faut... Enfin, j'ai horreur d'utiliser de termes « il faut », mais enfin, dans pareil cas, il y a un minimum de choses à utiliser. Disons,
le minimum est de séparer clairement les choses. L'État actionnaire doit clarifier en tant qu'État sa politique et ses choix stratégiques. C'est le point de départ. Une fois qu'il a clarifié ses plans stratégiques, il invite les entreprises ou les groupes d'entreprises en leur disant voici votre feuille de route. Et c'est là-dessus que vous allez être jugés. D'accord ? Mais des choses claires, clairement établies par écrit. Pas dans le vague, dans le détail, on le précise, en disant voici ce que j'attends de vous. Sur cette base-là, on établit des critères de performance. Et les groupes ou les entreprises intègrent ces critères de performance dans leur business plan, dans leur plan d'exécution. Et à ce moment-là, on ne vient pas au milieu du gué ou pendant en course et dire « Ah, je t'enlève, tu ne me plais pas ». Il doit y avoir un mandat olympique, au moins. Voilà, il faut clairement, en fin d'exercice, je fais le jugement. Il est bon, je le laisse. Il n'est pas bon, je regarde. Il est perfectible, je lui donne les moyens pour se perfectionner. Il n'est pas perfectible, je l'enlève. Monsieur Bonnen, on a bon espoir sur la base de l'expérience de notre pays. On a bon espoir de recevoir peut-être dès cette semaine M. Derkaoui Boumdine, qui était directeur général PDG de Saïdal et qui a subi cette politique du jugement au milieu de gué. Mais on parlera de manière plus générale, et pas seulement du cas de la filière qu'il connaît et qu'il a dirigée. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que le management public est plus prêt à ce type de réforme que l'est le gouvernement politique ? Il me semble. Parce que nous, on a quand même un peu le sentiment que les managers publics se confortent un peu aussi dans cette... Il y a une sorte de garantie. Je vais vous dire le problème, et il n'est pas propre à l'Algérie. Hein. Il est commun à de nombreux problèmes. Il y a deux problèmes fondamentaux. Il y a le problème de l'ingérence des États. Et ça, ce n'est pas particulier à l'Algérie, j'insiste là-dessus. L'ingérence des États. Et il y a le problème de l'absence de surveillance stratégique par l'État. Alors, combinez les deux, vous allez obtenir des managers, d'abord, qui sont choisis et qui sont cooptés, non pas sur la base de leurs compétences, enfin je parle des conseils d'administration, hein, qui ne sont pas cooptés, qui sont cooptés non pas sur la base de leurs compétences, mais sur la base de leurs relations sociales et de leurs relations interpersonnelles, premier élément. Hein, à ma connaissance, très peu aujourd'hui peuvent se prétendre d'avoir été formés en matière de gouvernement d'entreprise, ceux qui sont assis dans les conseils d'administration. Pourtant, des formations d'administrateurs, ils en existent. Deuxième élément, c'est que, sachant qu'il n'est que là par décision du prince, il va adopter une attitude passive et il va fonctionner comme rouage de transmission d'une décision qu'il ne contestera jamais. Oui. Donc c'est ça le gros problème, de la gouvernance. De l'autonomie de l'administrateur. C'est le problème de la gouvernance des entreprises. Alors, il y a des pays comme en Chine, comme en Inde, comme en Norvège, comme en Grande-Bretagne, chacun, comme en Colombie, au Chili, qui ont apporté des réponses à cela. Par exemple, ou en Afrique du Sud. Par exemple, l'Inde s'est dotée de documents de politique là-dessus, qui clarifient le rôle de l'État, qui clarifient ses responsabilités et qui s'est traduit en même temps par le développement de directives en matière de fonctionnement des conseils d'administration auxquels doivent obéir les entreprises publiques. Donc vous voyez, il y a une clarification au départ à faire. Et tant qu'on est dans le flou, ça arrange tout le monde. Oui. Ça peut fonctionner tant qu'il y a la rente, mais quand il n'y a pas la rente, ça commence à poser des problèmes. Alors, il n'y a plus la rente bientôt. C'est sûrement pas une bonne nouvelle, mais bon, on va essayer de s'en accommoder. L'Algérie réfléchit à améliorer son attractivité et il y a un nouveau code des investissements qui essaye d'aller dans ce sens. Est-ce que vous trouvez que
Vous dites quoi de ce est-ce qu'on a réagi à temps? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper le temps perdu? Est-ce que les autorités algériennes sont convaincues qu'il faut par exemple attirer des flux de capitaux étrangers? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une question réglée. Vous en dites quoi, monsieur Nassar Bournane? Alors, concernant, je sais que ça fait réagir plus d'un lorsque un jour j'ai dit que, à l'occasion d'une discussion ou d'une interview, je ne me souviens plus, que les codes des investissements tentent à se rapprocher. C'est vrai qu'il y a une compétition au plan international, les uns et les autres tendent à se copier pour essayer d'attirer, disons, l'épargne internationale d'une manière générale. Bon. Concernant, je vais revenir sur cette question parce qu'elle est à mon avis fondamentale pour l'Algérie, sur la mobilisation de l'épargne nationale et internationale. J'ai une crainte pour le pays. J'ai vu, je ne sais pas si c'est ce que rapportait la presse, donc je me fie à ce que dit la presse. La presse a rapporté que l'Algérie aurait protesté contre le classement qui a été fait de l'Algérie en termes de doing business. À mon avis, c'est une pente dangereuse dans laquelle on est en train de s'inscrire. Vous savez, ce qui fait l'attractivité d'un pays est un tout. C'est pas simplement réduire de 2 jours les délais de livraison d'une autorisation. C'est pas simplement dématérialiser certaines activités. Par exemple, le Ghana, maintenant vous voulez avoir un terrain et investir, vous n'avez même pas besoin de bouger de votre bureau, de votre chaise à Alger. Vous engagez tout et vous avez fait toutes les formalités par Internet en une journée. Et puis le lendemain, vous vous présentez, vous avez tous vos papiers. Je vais vous donner. Attention, monsieur Bonnet, vous êtes en train de dire que c'est pas suffisant. Quand on fait ça, c'est important. Bien sûr. Je veux dire que c'est pas ça qui va déterminer. C'est pas pour autant que le Ghana va attirer, c'est là où je voulais en venir, plus d'investisseurs qu'un autre pays pour lequel il faut aller au pays, faire la queue au niveau d'un bureau. Récupérer les papiers, ce qui fait ce qui décide un investisseur à aller de l'avant, c'est un ensemble de paramètres. D'abord, la sécurité de son investissement. Premier point. Est-ce que, en termes de sécurité de son investissement, est-ce qu'il est sûr demain de pouvoir récupérer ses billes? C'est évalué dans le doing business. Oui, c'est évalué, mais son mode d'évaluation est très... La pondération n'est pas la bonne. La pondération reste insuffisante. Il y a d'autres paramètres qui sont intégrés dans le doing business. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout dans le doing business. Doing business, c'est un produit, j'ai envie de dire, du consensus de Washington. Il s'agit de lever le maximum de contraintes pour la dérégulation, pour la circulation des capitaux, etc. etc. À ma connaissance, peu de réussites ont été réalisées. Pardon, le climat des affaires, c'est quand même important pour un investisseur. Je reviens. Non, mais le climat des affaires est important, mais le climat des affaires ne peut pas se réduire à ces éléments. Vous savez. Alors, le message que vous donnez au gouvernement algérien, c'est préoccupez-vous plus d'autre chose que de votre classement au doing business. Absolument. L'essentiel, c'est pas. Bien sûr qu'il faut utiliser les paramètres qu'ils avancent. Bien sûr qu'il faut pas. On dit turn down en anglais. Ne pas mettre de côté ces éléments-là. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut se dire une chose. C'est que un investisseur ne fait pas confiance à un pays ou à un État qui, du jour au lendemain, change les règles du jeu. Aujourd'hui, quand on se lève en plein milieu d'été et qu'on adopte une loi de finances complémentaire qui remet en cause le mode de fonctionnement
du commerce extérieur à travers le Crédoc, etc., etc. Moi, je vous dis, je suis investisseur et je dis, ah non, je ne vais pas mettre mes billes là-dedans, je ne sais pas à quelle sauce je vais être à manger. Donc, il y a un problème de sécurité et de constance. L'un des problèmes majeurs de l'Algérie depuis les années 80, depuis qu'on a engagé ce processus, disons, d'ouverture et de restructuration, c'est qu'on a constamment fait du balancier. Constamment, tous les 2 ans, tous les ans, tous les 3 ans. Enfin, il y a... Et là, dans le sens plus d'ouverture, moins d'ouverture. Chaque fois, on fait une chose et après on revient à quelque chose d'autre. Par exemple, pour en revenir au sujet qui nous concerne. À un moment, on avait mis en place le conseil de participation. Et puis, on a décidé que les entreprises, chacune reporte directement à son ministre. Et donc, chacun fait ce qu'il veut chacun devient roitelé dans son domaine. Et où est la coordination? J'en sais rien. Moi qui viens pour un partenariat avec une entreprise publique, parce que ce sont les plus grosses, ce sont les plus intéressantes du point de vue de l'investissement, je vais me poser des questions. Je me dis, bon, avec ce mode de fonctionnement, est-ce que je vais mettre mes billes là-dedans? Alors, attendez, j'ai pas fini parce que ça c'est important. Mais l'investisseur, c'est pas simplement ça. L'investisseur, c'est quelqu'un, lorsqu'il s'inscrit dans la durée, il a besoin d'un minimum de commodité. C'est un être humain. Il a besoin de pouvoir sortir, il a besoin de restaurants, il a besoin de clubs, il a besoin d'espace culturel, il a besoin de vie sociale, il a besoin d'écoles, il a besoin d'infrastructures sanitaires, etc., etc. Comparé d'Algérie à ses voisins, Tunisie et Maroc. Vous allez de vous-même vous rendre compte pourquoi un investisseur ira plus volontairement en Tunisie ou au Maroc pour capturer le marché algérien du fait de l'existence d'une zone de libre-échange dans laquelle il y a la circulation de marchandises. Pourquoi? Parce que le gars, il sait, demain, il a la possibilité de se déplacer à gauche, à droite, qu'il y a des facilités, qu'il peut venir en famille, qu'il a une vie sociale, etc. Et tous ces éléments-là, ils ne sont pas intégrés dans le doing business. Hein? Et ce sont des éléments qui sont importants. L'élément de la sécurité politique, en termes de politique économique, de vision, de clarté. L'élément de la vie et des conditions sociales d'existence. Oui. Alors, tout ça signifie quand même, dans l'approche du nouveau modèle économique, il y a une volonté de s'ouvrir plus. Il y a notamment cette volonté d'aller plus vers l'exportation. Vous êtes, de par votre statut d'ancien expert à la Banque africaine de développement, vous connaissez très bien le terrain africain. Vous dites quoi, dans le processus de modernisation de l'économie algérienne, et cet objectif d'aller vers l'export, vous considérez que c'est un moteur qu'il faut utiliser? De toute façon, on en a besoin pour le budget. Oui. Enfin, voilà encore un travers. On en a besoin pour le budget. Moi, je ne pose pas la question en termes budgétaires. Moi, je pose la question en termes de développement durable du pays, de stratégie de développement durable du pays. Bien sûr qu'il faut essayer de conquérir d'autres marchés. Mais croire que les marchés de l'Afrique subsaharienne sont des marchés qu'on est au Far West et qu'ils sont ouverts et qu'ils sont acquis, eh ben, qu'on se détrompe totalement. Qui le croit, M. Bournel? Quand vous avez le sentiment que le FCE le croit, le Forum de chefs J'ai le sentiment, quand je lis les déclarations des uns et des autres, c'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a une confusion dans la tête de pas mal de personnes. Il y a confusion entre le poids de l'Algérie au sein de l'Union africaine et son poids réel sur le terrain. Il y a une différence notoire de ce point de vue-là. Il y a une différence notoire. Il suffit de comparer l'Algérie au Maroc. Le Maroc a investi de manière sur la durée et depuis des années le terrain. Il a développé, ses banques sont présentes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La Royal Air Maroc couvre
des pans entiers du continent et ils sont en train de se déployer. Les assurances marocaines sont déjà présentes depuis très longtemps sur le terrain. Ils ont fait de la pénétration. On n'arrive pas en terrain conquis et ce n'est pas des accords avec les États qui vont permettre de régler cela. Ce sont des choses, c'est sur le terrain, avec les entreprises, avec les opérateurs économiques. Et de ce point de vue-là, mon sentiment, c'est qu'encore une fois, on a une approche administrative de questions économiques. Est-ce que ce n'est pas à cause du poids trop élevé du secteur de l'État? Non, je taquine sur le début de l'émission. Non, c'est pas le poids. Attendez, c'est le mode de fonctionnement de l'État algérien qui a toujours. Vous savez, j'ai qualifié l'État algérien d'État nationalitaire. Il y a eu depuis l'indépendance en Algérie une volonté de nationaliser la société et de nationaliser le pays à travers différentes mesures. Et tout ce qui a été fait en termes de nationalisation. On ne permet pas à l'initiative privée. Quand je dis privée, j'inclus au sens civique, j'ai inclus les entreprises publiques. On a bien compris. Hein, on ne permet pas, on n'ouvre pas... L'individuation des acteurs. Voilà. Et donc, dans pareille situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je marche avec toi tant que je peux me servir de toi. Il y a eu une appropriation privative des espaces de décision qui font qu'actuellement, on est dans une situation très difficile. On va finir je dis privative au sens public, hein, pas le privé. Hein. On a très bien compris. On va quand même terminer sur une note d'optimisme. Il y a un forum à Algérie-Afrique au dernier trimestre de l'année qui est en gros organisé par le ministère des Affaires étrangères et dans lequel le Forum des chefs d'entreprise est un acteur de premier plan. Vous en attendez quoi? Si vous deviez donner qu'un seul conseil pour bien aborder cette question de la pénétration des marchés africains et de la coopération avec l'Afrique, parce qu'il faut être dans le bilatéral et aussi penser à ce que peuvent faire les subsahariens en Algérie. Si vous deviez donner, de par votre expertise, un seul conseil. Non, c'est pas un, c'est 3 conseils que je me permettrai de faire. Le premier, c'est de mettre de l'ordre dans la maison Algérie. Il y a un potentiel extraordinaire dans ce pays qui est complètement gelé et qu'on est en train de perdre du fait des problèmes de gouvernance d'entreprise, du fait du manque de clarté des relations entre et du fait des profils, y compris des administrateurs, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je saisis cette occasion pour dire que le Forum international pour le gouvernement d'entreprise, des entreprises publiques, dont je suis le secrétaire général, sera disponible pour apporter du mieux qu'il peut l'expertise à titre gracieux. On ne cherche pas à faire du business. Pour mettre en relation, pour permettre à l'Algérie de tirer avantage des expériences des uns. Ça, c'est le premier conseil. Mettre de l'ordre en Algérie. Deuxième conseil, ne pas avoir l'attitude, malheureusement encore courante, de se croire supérieur aux autres. J'ai le sentiment, parfois, quand j'écoute les Algériens, vous savez, j'ai passé 12 ans de mon existence en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de voir l'étonnement des Algériens lorsqu'ils débarquent. J'ai eu l'occasion de croiser des Algériens de par le monde, à Singapour, en Malaisie, j'en ai rencontré au Sri Lanka, dans des pays insoupçonnables, où on ne soupçonne pas leur présence, en Guinée équatoriale, etc., etc. Et souvent, vous dites, on tombe de haut. Et on tombe de haut, et les Algériens, quand ils y vont, ils découvrent, ils disent, ah bon, mais on ne pensait pas que ce pays était ainsi. Ah bon? Je veux dire, apprendre l'humilité, être un minimum d'humilité, ne pas être donneur de leçons. Je crois que c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est être à l'écoute. Ne pas venir, on n'est pas la Turquie. L'Algérie n'est pas la Turquie, c'est le dernier conseil qu'on aura retenu de vous, Monsieur Nasser Bournen. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce lundi matin. Merci.